Mais en arrivant au Taillan, le but de la commande, ça a été vraiment finalement de se positionner sur le territoire en plusieurs lieux et de créer véritablement une déambulation, un parcours entre ces espaces-là. La première chose, ça a été de déterminer des lieux remarquables sur lesquels on pourrait mener une action, mais qui communiquent les uns entre les autres. De manière énergétique, mais aussi de manière géographique. Un très bon point de départ, ça a été effectivement la présence de l'eau sur le Taillan, avec l'aqueduc, mais pas que, il y a beaucoup de puits, et ça forme une espèce de réseau comme ça, souterrain. Pour moi, il s'agissait de bien saisir la cartographie du territoire, avec ces endroits et ces lieux particulièrement notables et remarquables, on va dire, et également de déterminer un peu ce qui faisait l'essence en termes d'histoire et également de patrimoine immatériel, comme je disais. Rapidement, j'ai appris qu'il y avait eu un traumatisme assez marquant ces dernières années avec une pluie de grêle particulièrement dévastatrice, des sécheresses et même des incendies qui ont causé des destructions. Et donc, finalement, ces problématiques-là sont bien connectées avec les enjeux de mon travail. Et il s'agissait vraiment de dépasser ça. Comment on fait pour dépasser la dimension dramatique d'un événement pour aller vers l'avant. Le lavoir était un très bon point de départ parce que c'était vraiment comme pour les Celtes, les surfaces de l'eau comme ça, c'est aussi un portail entre les monts, c'est une porte d'entrée. Et c'était une invitation à cette commande-là, justement. Concrètement, la première pièce présentait les abattis et un sigil magique, pareil, avec un éclairage nocturne, une pièce qui évolue, qui avait sa proximité avec l'église du Taillan. L'église du Taillan était intéressante parce qu'il y avait cette sculpture de Saint-Hilaire qui était juste devant. Il y avait cette problématique du soin, comment on dépasse un événement traumatique. J'ai essayé de ne pas l'illustrer littéralement, mais plutôt en jouant avec ma mythologie personnelle et également celle du Taillan et comment on peut la connecter avec d'autres. Et c'est en fait naturellement que je me suis intéressé à ce qui se passe à Cocuyo, dans les Abruzzes. C'est un rite assez intéressant parce qu'il y avait cette procession où le saint de la ville avait, au XIe siècle, soigné les morsures de chiens et la rage. Et pour le remercier, ils prennent des vrais serpents et ils les jettent sur la sculpture du saint. Alors, si les serpents restent en haut, c'est bon signe, et si c'est mauvais, si ça tombe, c'est mauvais augure pour l'année. Et c'était très intéressant parce qu'il y avait cette idée de présage et qui est finalement été aussi un des axes directeurs de ma problématique avec les éclipses, avec les harbingers notamment, qui veut dire présage aussi en anglais, que j'ai voulu amener par la suite. Après, donc, on a scanné en 3D la sculpture et on l'a amené après sur le puits du Taillan. Donc, c'est comme s'il y avait une espèce de cartographie tellurique. Cette idée des lignes de force, finalement, c'est quelque chose que j'ai voulu traiter aussi par le biais de la magie. Et donc, au lavoir, il s'agissait de montrer des abattis, dans des petits fragments de la sculpture du saint qui dévoilaient finalement la transposition de la sculpture avec un symbole magique, un sigil, qui était un sigil de protection magique, mais aussi c'était une rune de soin, concrètement. En parallèle de ça, pour le deuxième temps, on a révélé des pièces en céramique dans les chais du château du Taillan. Et c'était important pour moi justement parce que je disais avoir utilisé beaucoup les nouvelles technologies où finalement le geste de l'artiste est sous-traité des fois à certaines machines, de présenter d'autres pièces qui, elles, pour le coup, ont un rapport un peu ancestral, mais qui convoquent aussi cette idée de la magie et de l'alchimie qui me sont très chères. J'ai présenté 3 céramiques, un bas-relief serpent qui convoque l'idée du dragon, du drake, donc il y a toujours cette idée-là, l'onérisme, le crâne d'un gros serpent que j'ai pu produire. Ensuite, un petit œuf de dragon que j'ai sculpté aussi en céramique. Je voulais qu'en fait, notamment, vu qu'on a amorcé toute une problématique de déambulation entre chaque point de la commande, notamment en travaillant avec des compteurs, qui ait cette possibilité pour les habitants ou le public de se saisir de ces mythes-là avec des formes qui leur parlent et de finalement reconstruire un mythe sur le temps long, développer autre chose et laisser les gens surtout se saisir de ces formes-là. Parce que je pense qu'on est quand même dans un monde qui manque cruellement de magie et il faut recréer des espaces d'onérisme, que ce soit faire un jeu entre la nouvelle et les anciennes technologies, le mythe et le réel, la science et la croyance.
sur le territoire du château, il y a plusieurs choses qui se passent. Donc effectivement, il y a cette histoire de Dame Blanche, qui n'est pas une Dame Blanche néfaste, comme on peut la croiser régulièrement en France dans d'autres mythes, mais qui a une incarnation qui est tout à fait intéressante et saisissante. C'est la brume qui existe en fait finalement autour du château. Dans cet espace où la brume apparaît, il y a tout au fond du jardin un grand rétable. C'est l'ancien rétable de l'hôpital des enfants de Bordeaux. C'est très saisissant parce que vous avez ce grand monument architectural, finalement très romantique. Et il y avait ce grand espace vide en plein milieu où probablement il devait y avoir un vitrail. Et naturellement, c'est là où j'ai voulu positionner une pièce parce que ça créait une perspective saisissante. Vous avez cette forme-là qui surgit d'une apparition. Et les apparitions, finalement, je disais avec les éclipses, c'était un des axes de travail le plus important. La complexité, c'était d'arriver à présenter une pièce qui condenserait les énergies, on va dire, telluriques du sigil magique que l'on pouvait retrouver au lavoir, et en même temps l'esthétique et la symbolique des éclipses. Cette pièce-là, c'est la condensation de ces énergies-là, avec en même temps un motif qui rappelle les cartographies stellaires, notamment avec la lumière rouge qui apparaît. On a cette idée-là qu'après, durant la nuit, durant les temps où on ne va pas, ces pièces-là, ça continue de muter, d'évoluer. Cette évolution de symboles magiques qui se transforme petit à petit en éclipse, et l'éclipse, elle aussi va se transformer en quelque chose, et on ne sait pas quoi. C'était vraiment une de mes problématiques sur le long temps. C'était arriver avec des présages, des signes qui laissent des libres interprétations au public, mais aussi qui évoluent dans le temps, et même au-delà même de la commande et de son temps sur le territoire.